Moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir d'enfants avant 40 ans pour vivre ce qu'on a à vivre. Puis quand tu es prêt, tu as vécu ce que tu as vécu. Là, OK, on embarque la famille. Quand tu réalises que soit tu es dans une relation toxique, dans une situation toxique ou tu es entouré de personnes toxiques, comment tu fais pour t'en départir? Une des conclusions, ben, il y avait deux camps. Des camps de la ligne dure, comme moi, j'avais plutôt la ligne dure, puis il y avait le camp de la ligne molle. C'est-à-dire essayer de comprendre la personne. Moi, je dis, c'est peine perdue. Tu ne peux pas changer un individu s'il lui-même ne veut pas. Qu'est-ce qui est cool avec l'intelligence artificielle, c'est que ça t'élimine le syndrome de la page blanche. Écoute, 2030, c'est pas loin, là. En plus. OK? Il n'y aura pas grand changement à partir de 2026. On est à fin 2025. Ça va être plutôt en 2035. Mhm. Il va être de plus en plus avisé. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Alors, chers auditeurs, j'aimerais vous mentionner quelques mots sur la Société de crédit Immo Québec, qui est une société de prêts privés hypothécaires. Et notre slogan, c'est « Vous avez le projet, nous avons le financement ». Et c'est vraiment vrai. Vous avez des projets qui semblent risqués ou qui semblent prometteurs, mais vous n'avez pas les moyens de le faire. Et on sait très bien qu'avec le système bancaire, c'est pas aussi évident, pas facile. Alors, les prêteurs privés comme nous arrivons à la rescousse et nous vous aidons à réaliser vos projets. Nous faisons des analyses avec vous, nous faisons vos recommandations. Et à la limite, si nous refusons le projet, vous devriez vous poser des questions. Est-ce que vous devriez acheter le projet ou non, basé sur toute l'expérience qu'on a en investissement immobilier. Si on ne veut pas le financer, c'est qu'on ne voudrait pas l'acheter. Alors, c'est un gros questionnement à faire. Et on est là, on vous accompagne dans vos analyses. Et je pense que ça vaut la peine. Alors, société de crédit immoquebec.com, Jacques Lépine, Josabelle Cortez, au plaisir de vous rencontrer ou de vous parler au téléphone. Jacques, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Yes, c'est sûr que le parrain de l'immobilier, Ouais. c'est tout un honneur. Puis, mais pour les jeunes générations ou les gens que... Parce que aussi, qu'est-ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai une audience aussi. Des fois, il y a du monde de France, des pays, des continents français, francophones plutôt. J'ai du monde en Afrique. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas le parrain, peux-tu rapidement, en quelques minutes, expliquer t'es qui, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce que tu as accompli? Ben oui, avec plaisir. Moi, je suis à la base un comptable et qui était tanné du rat race. Et en 1983, il a décidé de sortir de ce rat race et de débuter dans l'investissement immobilier. Et ça m'a très bien réussi parce que j'ai construit un mini-empire immobilier de 1000 appartements. Et je me suis senti à un moment donné isolé et j'ai décidé de transmettre mes connaissances en fondant le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, qui fut et qui est encore un énorme succès, qui a réuni 35 000 membres, 85 000 amis Facebook, Instagram et tout ce que tu veux, là, qui est un énorme succès. Et le but dans ça, c'était de transférer mes connaissances le plus possible au plus de gens possible. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, je souffrais un peu d'isolement, parce que reculant en 1984, tu viens de faire 200 000 de profit alors que les moyennes des salaires sont de 8 000. Tu essaies de partager ça avec tes amis, fait que la réaction n'est pas tout à fait celle que tu t'attends. Donc, il y avait deux buts, transmettre une connaissance et être capable de m'exprimer, non pas dans un but de vantardise, mais de m'exprimer, parce que j'ai ce besoin de m'exprimer, puis je me dis, si je dis à des gens qu'est-ce que j'ai réussi à faire, Mhm. peut-être qu'eux aussi vont être capables de le faire. Alors, à partir de là, j'ai construit plusieurs cours, dont le coaching et mentorat. J'ai écrit 8 livres, dont le principal, c'est l'indépendance financière grâce à l'immobilier, qui a été publié la première fois en 2007, qui est un best-seller à chaque année depuis 2007. Et cette année, en 2025, je viens de le rééditer pour mettre à jour tous les chiffres, parce que le marché de l'immobilier évolue Constamment. constamment, donc les exemples n'étaient plus à jour, donc j'ai dû refaire tous les exemples avec les chiffres du jour. Et encore là, évidemment, ça me donne un bon sentiment de fierté, de devoir accompli, de voir tous ces gens-là qui ont réussi grâce à mes enseignements. Et 100%. ça m'a apporté ce nom, cette appellation de parrain de l'immobilier au Québec.
alors qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier à plus gros volume que moi, mais du point de vue enseignement, je pense que réellement, je suis un peu le parrain, parce que tous les autres clubs sont issus 100%. du club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et oui, c'est de la compétition, mais pour moi, c'est une fierté, parce que si on me copie, c'est que j'ai quelque chose d'intéressant à enseigner, à transmettre. 100%, Alors, à tout à partir fait. de là, c'est ça. Puis aujourd'hui, ben, j'ai vendu tous mes immeubles et je fais du prêt hypothécaire. Mais je suis toujours dans le domaine de l'immobilier. Les gens disent arrêtez de faire de l'immobilier. C'est faux. Parce que quand tu fais du prêt hypothécaire, tu dois analyser la même chose que si tu étais pour acheter un immeuble. Tu prends du risque aussi à Je prends prêter des risques, pour des projets. Oui, oui, il y a beaucoup de risques. Et ça va se baser beaucoup sur des données mathématiques, mais surtout sur la confiance qu'on peut avoir envers l'individu à qui on prête l'argent. 100%. Donc, il faut vraiment analyser. Mais je suis un être passionné. Tout ce que je le fais avec passion. Sinon, je n'embarque pas. Si je n'ai pas une passion pour quelque chose, je n'y vais pas. Je pense que c'est l'ingrédient de base de toute réussite dans la vie, que ce soit en affaires, toutes catégories confondues, dans des carrières, dans des vies personnelles, dans des vies artistiques. La passion est l'ingrédient numéro un. Si tu n'as pas cette passion, fais attention dans quoi tu vas t'embarquer parce que tu es probablement voué à l'échec. Alors, mais comment développer la passion? Je pense qu'à la base, il faut l'avoir en soi. Ça, c'est sûr. Je pense que tous les individus, tout être humain, a une passion pour quelque chose. Il faut la découvrir. La journée où on la découvre, c'est facile de démontrer cette passion ou de vivre de cette passion-là. J'ai des annonces à vous expliquer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter les annonces que j'ai pour vous. Sinon, avant de terminer la vidéo, allez à la conclusion pour écouter les annonces parce que je fais des événements. Vous allez avoir l'opportunité de me rencontrer, de serrer la main d'investisseurs immobiliers. Si vous recherchez du partenariat, si vous recherchez des deals, si vous désirez embarquer dans le monde de l'immobilier, allez à la fin de la vidéo où est-ce que je vais vous expliquer les annonces que j'ai pour vous. Mais question pour toi, avant qu'on rentre dans les vues du sujet, mais dans les questions que j'ai préparées pour toi, mais question pour toi, est-ce que tu as déjà été dans une situation où est-ce que tu n'étais pas passionné, une transaction, un deal, une opportunité, puis tu n'as pas écouté ta petite voix à l'intérieur? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, puis comment tu t'en es sorti? C'est pas arrivé souvent parce que si ça ne me passionne pas, ça ne m'attire pas. OK, fait que tu as toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Tu as suivi ton instinct, puis ton instinct t'amenait vers des choses qui te passionnaient. C'est ça. Ben, c'est sûr qu'on vit tous l'influence de nos parents. Aussi, puis notre entourage, puis notre environnement aussi. Exact. Mais mes parents étaient, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils nous ont donné une très bonne éducation, une bonne affection et tout, sauf du côté affaires, ils étaient très insécures, particulièrement ma mère, il fallait que mon père ait des jobs. Et donc, on a été élevé en fonction d'avoir des emplois, sans se soucier, et c'était des cultures, c'est encore la culture de la plupart du gens, sans se soucier, qu'est-ce qui te plaît vraiment? Qu'est-ce qui te passionne vraiment? C'est d'avoir une job et garder ta job toute ta vie. Puis, à un moment donné, je ne suis pas heureux là-dedans, je peux pas... alors, oui, je faisais de la comptabilité, mais je n'étais pas heureux. J'aimais ça, mais c'était des chiffres, 1 plus 1 fait 2. Puis moi, lorsque j'ai commencé à enseigner l'immobilier, je disais 1 plus 1, ça fait 1 million. Alors, c'est sûr que je sortais complètement des carcans. Et encore aujourd'hui, lorsque je fais le cours d'introduction au coaching et mentorat au Club d'investisseurs immobiliers du Québec, je bouscule le monde, je leur pose la question, 1 plus 1, ça fait combien? Évidemment, tout le monde me dit 2. Et là, je leur dis, vous êtes dans l'erreur, 1 plus 1, ça fait 1 million. Et là, évidemment, ils me regardent tout le travail. Je paye 5 000 $ pour écouter un gars de même. Alors, l'idée, c'est de faire exploser le brain, la mémoire, pas la mémoire, mais le cerveau. C'est-à-dire qu'il existe autre chose que des simples mathématiques de base. Et je leur dis, en débutant, si vous n'êtes pas passionné de l'immobilier, sortez, faites-vous rembourser, c'est pas votre place. Alors, vous allez perdre votre temps, vous allez gaspiller votre argent. Comme dans tout autre domaine. C'est vrai. La passion, c'est l'ingrédient de base. Question pour toi. Ben, tu sais quoi? Vu que tu as passé dans plusieurs podcasts, souvent, quand j'ai des invités, je suis capable de juste avoir une conversation, je prépare pas des questions, j'ai quelques questions dans ma tête. Mais vu que tu as passé dans plusieurs podcasts, je voulais avoir des nouvelles réponses de toi, des questions qui t'ont jamais été posées. Fait que j'ai préparé une série de questions pour toi. Puis, la première... Tout le monde parle des réussites, mais quel est l'échec qui t'a le plus formé, mais qui est le peu connu si tu n'en as pas parlé déjà dans d'autres podcasts? Bien, moi, je viens de Québec, mais quand je suis arrivé dans la région de Montréal, pour moi, à Québec, tout le monde sont fins, puis sont gentils, puis sont beaux. C'est tellement vrai quand tu dis ça. Je suis allé dans un événement de réseautage dernièrement, puis
C'est drôle. Je trouve à Montréal, quand tu rentres dans un événement réseautage, les gens souvent vont rester dans leur petit groupe Oui, où ils sont gênés. Mais à Québec, les gens venaient vers moi parce qu'ils étaient intéressés à me parler ou c'est à ça. connaître j'étais qui, à savoir j'étais qui. C'est ça. Alors, à partir cette observation, je pensais qu'à Montréal, c'était la même chose. Alors, je- j'ai participé à une transaction dont il y était deux associés ensemble qui Mhm. étaient en chicane. Et là, je suis arrivé avec toutes mes connaissances et mes capacités. Et on s'est fait avoir parce qu'un des vendeurs était pas content que la transaction se fasse de cette façon-là. Donc, il nous a joué dans le dos avec Wow. des créanciers hypothécaires qui existaient. Mhm. Et ça a créé des défauts. Et donc, on a perdu l'immeuble, simplement. Alors ça, c'était une très mauvaise expérience. Et je m'en voulais parce que j'ai embarqué des gens avec moi. On a investi, c'était pas une fortune, de peut-être 100 000. Mais on parle en 1987, Mhm. qui était quand même confortablement d'argent. Et on a perdu l'immeuble. Fait qu'on a tout perdu notre argent. Fait que ça a été une mauvaise expérience. Fait qu'à partir de là, je me suis dit, je ne répéterai plus d'expérience de la même façon. Je ne me fierai plus à personne. Je vais vérifier faire mes vérifications diligentes sur les individus et sur les historiques qu'il peut y avoir entre des associés. Parce que on veut vendre, on a une belle façon, on dit des choses, mais on ne te dit pas toujours la vérité. Alors, quelle est la relation entre les associés? Ça, c'est important à savoir parce que s'il y a de la chicane entre les associés, tout le monde veut la peau de l'autre. Et qui a le contrôle dans tout ça? En fait, ils étaient deux, puis celui qui avait de mauvaises visions a eu le contrôle, puis il nous a nuit énormément, avec des choses qu'on ne pouvait même pas s'imaginer qui peuvent se produire. J'adore ton point parce que ça, c'est une réalité que les gens ne réalisent pas tant qu'ils l'ont pas vécu. Parce que les Oui, gens pensent que souvent acheter une propriété, que ce soit une maison à du multi-résidentiel, du commercial, les gens réalisent pas que souvent, dans ces transactions-là, oui, il y a les chiffres, il y a la propriété, mais il y a des humains derrière. voilà. Puis les humains, comme tu viens de le dire, c'est imprévisible. On a des personnalités, on a de l'ego. D'avoir une promesse d'achat acceptée, c'est une chose. De la concrétiser puis de la finaliser chez le notaire, puis que tout s'est bien se passer, ça, c'est une autre histoire en soi. Tu as fait plusieurs transactions, je suis sûr que... Puis tu en fais toujours des J'en fais transactions encore. parce que t'en fais Ben, c'est l'important. C'était une mauvaise expérience. Je n'aime pas ça Ouais, prononcer le mot échec, mais c'était une mauvaise expérience. Et l'important, c'est d'apprendre de ces mauvaises expériences-là, exact. parce qu'il y a toujours des leçons à retirer de ça. Et on 100%. cherche toujours à blâmer les autres. Mais le principal à blâmer, c'est moi-même. Je n'ai pas fait T'as dû... ma vérification des gens Mhm. de la bonne façon, malgré l'expérience que j'avais, mais j'avais pas cette mentalité-là, que tout le monde était beau et honnête et fin à Québec. Et ici, ben, c'est plus gros, il y a plus de monde. Je ne veux pas démolir Montréal ou quoi que ce soit, mais il y a plus de monde. Donc, C'est différent. plus que tu as de monde, plus que tu as de chances de trouver des individus malveillants. Exactement, tu as 100% raison. Puis c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que souvent derrière l'humain, ben on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis souvent, les transactions, c'est pas tout le temps le fun. C'est ça. La- c'est même pas l'acquisition en soi. Des fois, c'est juste les personnes, les gens. Des fois, on fait juste à un certain moment donné, comment je pourrais dire, tu sais, accrocher la personne ou pour X, Y raison. Puis là, la transaction, ça peut partir Ouais. en couille, si je peux dire ça comme ça. L'important, c'est pas une expérience concluante, positive, mais il ne faut pas s'arrêter là. Exactement, on Tourne la page, continue. puis qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis qu'est-ce que je ne referai pas le prochain coup. That's it. Alors, je n'ai jamais refait le prochain coup de la même façon. J'ai toujours bien fait mes vérifications diligentes de A à Z. Et la plupart du monde, lorsqu'ils manquent leur coup, c'est d'arrêter là. Pourquoi? Pourquoi arrêter là? Moi, l'immobilier m'a toujours passionné. Alors, je ne l'ai pas fait de la bonne façon, mais je continue, et je ne répéterai pas la même erreur. Et ça m'a très bien réussi par après. Fait que t'es né à Québec. Je suis né à Québec, T'as quel âge présentement? 76. À quel âge t'es rentré dans l'immobilier? T'as fait ta toute première 33 ans. acquisition 33 ans. à 33 ans. C'était quoi? Avant, parce que j'ai acheté une maison. Là. Fait que ta toute première acquisition, c'était une maison? Oui. Maison, Parfait. résidentielle, oui. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, tu sais quoi, je vais prendre la direction de l'immobilier? T'étais dans la comptabilité? T'aurais pu En aller fait, vers le... j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa. OK. Et j'avais acheté la revue Finance. Puis, une des pages publicitaires, il y avait 2 pages. Ça s'appelait How to Wake Up the Financial Genius Inside You. Donc, ça a attiré mon attention. Évidemment, je commençais l'anglais. Alors, j'avais mon dictionnaire à côté pour traduire. Mhm. Mais c'était un article sur un individu qui venait des valeurs mobilières et qui avait transféré à l'immobilier. Il racontait comment est-ce qu'il avait fait quelques transactions.
Mais le but, c'était de vendre son livre 100 recul en 1973, 74. Mhm. Un livre 100 là. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de sous, là. C'était beaucoup d'argent. Et là, il disait, tu m'envoies mon livre, un chèque 100 je ne l'encaisse pas avant 30 jours. Tu reçois mon livre, si tu ne l'aimes pas, retourne-moi mon livre et je te retourne ton chèque non encaissé. OK. Il faisait tout pour avoir. Je n'avais pas d'argent quand j'ai envoyé le chèque. Mais quand j'ai eu le livre, je me suis arrangé pour avoir l'argent, pour respecter le chèque. Et ça m'a activé mon esprit, mon cerveau pour tout ce qui était possible de faire en immobilier. Mais j'étais déjà dans le rat race, j'étais étudiant, j'étais marié, on a eu un enfant. Alors, je m'embarquais dans le rat race sans m'en rendre compte. Jusqu'au jour où je me suis dit, je ne passerai pas ma vie comme ça. Là. Fait que là, à ça, il venait un abonnement à une revue qui s'appelait elle aussi Financial Freedom. Et j'ai sorti mes revues, puis j'ai recommencé à me retremper dans l'immobilier. Puis je me suis dit, en 1983, c'est ici que le rat race s'arrête. Et là, je suis parti, puis ça parti en flèche. Écoute-moi, tu cherches des deals, des opportunités, mais tu ne sais pas où les trouver. En plus, tu n'as pas le temps, ni l'expertise, ni les connaissances pour vraiment structurer des projets d'investissement immobilier. Par contre, tu serais ouvert à du partenariat, à embarquer dans des projets d'investissement à un gros niveau. Si ça t'intéresse, clique le lien plus bas pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation puis discuter de comment je peux t'aider à travers tout ça. Boom. Puis, en date d'aujourd'hui, sais-tu combien de transactions tu as faites ou tu as participé? Combien d'immeubles tu as eu dans ton parc? J'avais 1000 appartements. 1000 appartements. 998. Puis, je sais que les modèles, les façons de faire sont différentes aujourd'hui, mais dans tes 1000 appartements, est-ce que tu les as fait en partenariat ou tu étais majoritairement solo? Quelques-uns au début, quand j'ai débuté, parce que je n'avais pas d'argent. Mm-hmm. Dans mon petit livre, il me disait si tu n'as pas d'argent, mets-toi avec quelqu'un qui a de l'argent. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé, pas de cash. Puis à un moment donné, l'associé en question a eu une difficulté financière, fait que j'ai refinancé et j'ai racheté ses participations. OK. Et après ça, j'ai continué tout seul. Sauf dans les derniers 1000 où j'avais... moi, je ne mettais pas de cash. Okay? Alors, je trouvais toujours moyen d'acheter avec le moins de cash possible. Et à un moment donné, j'ai pris... Je ne voulais pas faire la maintenance, la gestion, tout ça. Uh-huh. Fait que dans les derniers, j'ai fait 3 groupes à un moment donné, puis j'avais un associé dans chaque. OK. Mais c'est un silent partner financier. Mais pas financier, c'est un silent partner, mais lui, il s'occupait... Je te donne 40% des parts, mais tu t'occupes de tout. Et je te laisse 5% de frais de gestion. Donc, en faisant ça, inconsciemment, je m'assurais d'un acheteur. Parce que quand venu le temps, ces propriétés-là ont pris de la valeur. Mm-hmm. Juste en refinançant, il était capable de me racheter. C'est vrai. OK? Mais moi, j'étais sur une pilote automatique pendant toutes ces années-là et je n'avais rien à m'occuper. Je faisais un rapport mensuel, Mm-hmm. mais je n'avais pas le day-to-day, je n'avais pas le quotidien à m'occuper. Et ça me permettait de créer d'autres choses, d'autres situations. Bon, j'aurais peut-être pu avoir plus d'argent, mais je m'en foutais parce que je ne mettais pas une scène. Fait que mon retour sur investissement était infini. Exact. C'est ça. Alors là, je compte ça à beaucoup de monde, puis on n'entend pas de bon sens. Le monde, je bloque, je ne peux pas donner 40%, bien, donne 20, donne 15. Le blocage mental que l'être humain peut se mettre lorsque ça ne rentre pas Dans les boîtes. son petit frame, dans sa petite boîte. Là. Mais il faut créer, il faut arriver des nouvelles façons de faire. Moi, ça a été ma nouvelle façon de faire, puis ça m'a très bien réussi, parce que j'ai fait une maudite belle vie. Ouais, c'est Une vrai. sainte belle vie, il faut utiliser maudit. Et ça continue. Il faut apprendre à se construire une équipe, à s'entourer des meilleures personnes. 100%. Parce que le cheap coûte cher. Aussi, le pas cher coûte plus Les cher. erreurs ne coûtent pas cher, mais les erreurs qu'ils font, le manque de connaissances, de professionnalisme, vont te coûter très cher. Mais ça, tu l'as fait pendant combien de temps d'acheter pas de cash avec un partenaire silencieux? Ben, j'ai fait ça toute ma vie. En fait, je peux utiliser un cash, mais tellement temporairement qu'il me revenait tout de suite. OK. Alors, c'était pas obligatoire, mais pour moi, c'était mon challenge d'acheter le moins de cash possible. Parce que le retour sur investissement est infini. OK, parce que c'est ça. Je t'ai posé la question off-cam, puis je t'avais demandé justement combien de partenaires, mais tu m'as dit que tu étais tout solo, puis tout ça. Mais là, je viens de comprendre. Toi, tu avais la possibilité de les acheter, de refinancer, sortir ton cash, puis d'acheter d'autres immeubles. Ouais. Mais toi, tu disais non, je vais pousser
mon mindset, je vais pousser mes skills, puis je vais m'arranger pour continuer de faire des acquisitions, mais en mettant le moins de cash possible de tes poches. Fait que tu trouvais des partenaires silencieux que eux autres mettaient le cash, toi, t'opérais. Après ça, tu les achetais, tu les sortais. Oui. Puis tu as fait ça tout le long de ta carrière. Toute ma vie. Tu as commencé, tu avais 33 ans, jusqu'à quel âge que tu as décidé d'arrêter de grossir ton parc? J'ai vendu en 2021, c'est ça, 2021. Wow! Alors, j'ai eu des bonnes années. J'aurais pu, tu sais, j'ai vendu. C'est quand le meilleur moment pour vendre? En fait, tu devrais jamais vendre tes immeubles, sauf qu'à un moment donné, tu es rendu à un certain âge. Puis, quand tu achètes de l'immobilier, tu es payé en dernier, hein, soit au moment où tu refinances ou quand tu revends. C'est vrai. Et rendu à un certain âge, ta vision de l'avenir est à plus court terme. Mm-hmm. Tu as beau dire, je ne mourrai pas, mais c'est sûr qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et exact. Quand? On ne sait pas quand. En plus. Okay? Alors là, ma mentalité est devenue qu'au lieu d'être payé en dernier, je vais être payé en premier. Donc, pour être payé en premier, tu analyses les banques qui sont payées en premier, obligatoirement. C'est vrai. C'est tellement vrai. Payé en premier. Donc, je faisais déjà du prêt privé, mais je vais lancer une entreprise où je ne vais faire que du prêt privé, où je serai payé en premier. Donc, évidemment, il n'y a pas de plus-value, parce qu'un dollar aujourd'hui va valoir moins dans 5 ans, à cause de l'inflation. Mais je suis payé en premier. Et le truc, c'est d'utiliser là aussi l'argent des autres pour être payé en premier. Donc, j'ai un côté inflation protégé. Je n'utilise pas mon argent. Et j'augmente le volume. En augmentant le volume de prêt, donc je fais plus de profit. Je fais plus de profit. Donc, mes dollars investis rapportent énormément. J'utilise l'effet de levier. Alors, dans la Société de crédit au Québec, ben, je pense que j'ai 450 000 d'investis. Mais 450 000 sur 40 millions. Donc, j'ai des gens qui sont avec moi qui ont mis la différence et je touche 6 sur les 40 millions dans l'entreprise. Oh, compris. Donc, le retour sur mon investissement de 450 000 est énorme. 100%. C'est sûr que j'y mets du temps. C'est un travail à plein temps. Mais quand même, j'utilise l'effet de levier de la même façon que si j'achète un immeuble. Là, tu me sors un petit peu de mes questions que j'avais préparées pour toi, là, mais parce que tu viens de toucher un point. Beaucoup de monde veulent sortir du rat race, recherchent des revenus passifs. On veut tout un cash flow positif puis avoir le moins de choses à faire. L'immobilier, on le sait tous, c'est quand même actif quand tu es opérateur, pas quand tu es un partenaire silencieux. Mais là, en tant que prêteur privé, là, tu viens de toucher à une corde. Quelqu'un qui veut se lancer dans du prêt privé, est-ce que c'est quelque chose qui est passif, comme tu veux dire, ou sinon, comme tu viens de le répéter, c'est quand même... C'est semi-passif. Mais par contre, si tu n'es pas un expert en immobilier, ne t'aventure pas dans le prêt hypothécaire. Pour gérer un fonds. Tu vas perdre ton argent ou l'argent des autres. Parce que ça demande énormément d'expertise. Il faut que tu analyses l'immeuble comme si tu étais pour l'acheter toi-même. Et en plus, si tu le fais avec l'argent des autres, tu risques l'argent des autres. Donc, il faut que tu sois le plus sûr possible de la qualité de ton analyse puis des prêts que tu vas faire. 100%. Alors, faites attention. Tout à fait. Quand on l'explique, ça a l'air beau. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'il faut apprendre à dire non. Puis il faut dire non plus souvent que des oui lorsque on reçoit des projets. Tout le monde sait que j'ai acheté avec le moins de cash possible, et tout le monde vient me voir, puis j'aimerais ça acheter pas de cash. Alors oui, mais là, je leur dis, mais c'est moi qui vais prendre 100% du risque, là. Exact. Alors, est-ce que c'est normal que moi, je paye 100% du risque et toi, tu encaisses 100% du profit? Non. Alors, il faut trouver des moyens de me sécuriser. Alors, on regarde le tout, puis... J'aime ça. La plupart du temps, c'est non, parce que des projets sont non viables. Ce sont des acheteurs motivés qui viennent nous voir. Ils veulent tellement acheter. Et c'est la tendance du marché. On le voit dans la réunion du club. À un moment donné, ils faisaient juste des témoignages à succès. Puis j'en ai vu là-dedans, c'est catastrophique. C'était juste d'acheter. On achète. Mais on ne s'occupait pas de la gestion en arrière. On créait un monstre dangereux qui pouvait exploser n'importe quand. Ce qui a sauvé tout le monde, c'est l'augmentation en février du TAL qui a autorisé 6 %. Ça a sauvé tout le monde. Du jour au lendemain, on peut augmenter tes loyers de 6 % alors que c'était toujours 1,5 % de peine et de misère à chaque année. En plus. Alors, s'il n'y avait pas eu ce 6 %-là, puis s'il n'y avait pas eu le programme de la CHL, en plus. Que j'ai dénié moi-même au début, mais ça a été sauveteur parce que
les gens réussissaient à financer, selon le programme maximum, à 95 Mhm. amorti sur 50 ans ou 40 ans. Alors ça a sauvé le monde. Oui, il n'y avait pas de cash flow, il n'y avait pas de capitalisation, mais ça les a sauvés temporairement. Tout à Et fait. là, le 6 est arrivé, fait que ça a sauvé tout le monde. Mm. Mais, parce que tu m'amènes dans plusieurs directions, mais juste, qu'est-ce que tu penses du programme APH-SELEC? Parce qu'on s'entend présentement, là, puis c'était vraiment pas dans les questions, mais parce que présentement, on s'entend, ils ont quand même malheureux, ben, ils sont comme victimes de leur succès, parce qu'ils ont comme le monopole, beaucoup de monde Voilà. vont vers eux. Qu'est-ce que tu penses de ce programme-là sur le long terme? Ça a été bon, mais ils devraient l'arrêter parce que là, les banques sont dans un confort infini. Et Donc, puis, les banques ne prennent presque... Une banque doit prendre des risques. Et là, ils ne prennent plus de risques. Ils réfèrent des projets tout à PH. Ils font presque plus de prêts conventionnels. Ou s'ils font un prêt conventionnel, le ratio prêt-valeur totale est tellement bas en qu'ils plus. ne prennent pas de risques. Mm. Donc, qui va acheter un immeuble avec 50 de financement ou 60 de financement et mettre 40 de comptant? Je n'en connais pas. Non, vraiment pas. Alors, obligatoirement, OK, on va te prêter plus haut, mais tu t'envoies sur le programme APH, tu t'envoies le CHL. Alors, les banques sont tellement confortables que là, ça n'a plus aucun sens. Fait qu'il faudrait que ce programme-là soit modifié ou retiré pour forcer les banques à prendre plus de risques. Ça, c'est vrai. Puis c'est drôle que tu dis ça parce que justement, la semaine passée, j'étais dans un événement avec la banque de BMO, puis avec un représentant de la SCHL, puis il nous disait, ben, il m'expliquait, je lui posais des questions justement comme j'aime te poser, puis c'est ça qu'il me disait, ils ont le monopole par défaut, c'est pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils aimeraient ça ralentir le tout aussi parce que c'est une machine que c'est comme, on dirait qu'ils ont, ils ont pas le contrôle nécessairement parce que beaucoup de monde embarque dans ce programme-là. Puis qu'est-ce qu'il me disait, c'est que dans le restant du Canada, oui, c'est utilisé évidemment, mais c'est beaucoup plus du côté de développement immobilier. Mais qu'au Québec, c'est une des provinces où est-ce que le monde, là, c'est fou le nombre de volumes qu'ils ont, principalement au Québec, dans le usager aussi beaucoup, là. Oui. Fait que c'est fou, là, quand même. Oui, exact. Mais avec tout ce que tu as vu, justement, dans ton expérience, y a-t-il un moment donné que tu as voulu abandonner? Y a-t-il une transaction, un deal que c'était comme wow, oh my gosh, comment je me suis retrouvé là, puis Non, pas du tout. jamais. Jamais. Mais c'est OK, on reformule la question. C'est avec toutes les transactions que tu as faites, c'est sûr que tu en as vu des vertes puis des pas mûres, autant dans l'état des bâtiments, autant dans les personnes, des partenaires, mauvais partenariats ou des litiges, peu importe. T'as-tu une situation que tu étais comme celle-là, je l'avais pas vue, à part ta première, là, mais que, hey boy, celle-là, là, je l'ai vraiment pas vu venir. Puis c'était quoi? Comment tu t'es sorti de ça? Celle que je t'ai racontée, que je l'avais pas vu venir, que je t'ai raconté en début d'entrevue. Oh oui. Mais t'as jamais eu d'autres transactions, situations, ou même du côté du prêt privé, là, des fois, des gens que Ben, ils dans le disparaissent. Ben, dans le prêt privé, on vit des situations, constamment, des situations non prévues. Mhm. Alors, on a ce qu'on appelle les dossiers litigieux. Les dossiers litigieux, ben, il y en a un cas particulier qui c'était vraiment imprévisible. Et, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est dedans, donc il faut faire ce qu'il y a à faire. S'il ne paye pas ses taxes, ben, je dois les payer, sinon ma dette s'efface. Mm. Il arrive constamment des petits imprévus comme ça. Mais j'en ai un dossier particulier, je ne peux pas te donner de nom. Oh oui, pas besoin de nommer de nom. C'est en cours, mais c'est quand même un montant considérable, c'est 3 millions de dollars. Puis l'individu, il a acheté en copropriété, puis il était mal conseillé au départ. Et puis on lui a dit de ne pas embarquer sur le conseil d'administration de la copropriété parce qu'il n'y avait pas d'assurance pour les gestionnaires. Fait qu'il n'embarque pas. Et l'autre copropriétaire a vu une opportunité. Alors qu'il a fait des estimés, puis il a sorti des cotisations spéciales, sachant que l'autre individu ne sera pas capable de les payer. Mhm. Alors, à ce moment-là, il est devenu en défaut. Donc, il n'avait plus de droit de vote au conseil d'administration. Mhm. Mhm. Alors, l'autre qui était là a pu faire ce qu'il a voulu. Il a sorti toutes les cotisations spéciales qu'il a voulu, avec des estimés, puis l'autre n'est pas capable de suivre. Donc, lui, il peut envoyer des préavis d'exercice, et vendre sous contrôle de justice et tout et tout. Nous, on est créanciers hypothécaires, donc on doit s'opposer à ça, on doit faire des démonstrations. Mais ça, c'était imprévisible parce que tout était beau au départ, Mm. mais une mauvaise décision d'un des gestionnaires qui n'aurait jamais dû ne pas embarquer sur le conseil d'administration parce qu'il n'a pas pu rien bloquer, il n'était pas là. Wow. Alors, tu sais, malgré l'expérience, il t'arrive. C'est le domaine du droit. Puis le droit au Québec, c'est basé sur le Code Napoléon, le Code civil. Et
sans vouloir manquer de respect des juges, il y a un code des procédures civiles Mhm. qu'on ne suit pas. Un exemple, j'ai un préavis d'exercice, j'ai commencé les procédures, Mhm. et l'autre personne ne comparait pas. Donc, s'il ne comparait pas, je peux obtenir un jugement par défaut. OK. Mais même s'il arrive une semaine, un mois plus tard, il peut faire relever ce défaut-là, et le juge va l'accepter. Wow. Alors, tu sais, on a un code des procédures civiles qui n'est pas suivi strictement par les juges au complet, en tout cas. Je comprends. Alors, je ne veux pas me tirer les foudres, Mm. mais c'est une constatation que j'ai eue à plusieurs reprises. En plus, pas C'est juste une facile, fois, là. C'est facile de se faire relever d'un défaut en immobilier. Et là, bien évidemment, c'est catastrophique pour le prêteur hypothécaire. Pendant ce temps-là, on ne perçoit pas les intérêts. On peut saisir les loyers, mais si tu es en deuxième rang, le premier va réussir à te tasser. Mhm. D'accord. Et il faut protéger notre créance. Donc, pour protéger notre créance, ce qu'on fait, nous, on saisit les loyers, mais on paye le premier rang. On fait les versements du premier rang pour pas qu'il y ait un défaut au premier rang. Je comprends. Alors, nous, ça nous laisse le temps d'obtenir le jugement, mais les jugements, je ne veux pas rentrer trop dans les techniques, là, ça paye jusqu'à 2 ans à Montréal. Eh boy. Mais c'est bon à savoir ça. Une autre série de questions que j'ai pour toi. Les compétences invisibles. Quelles compétences non immobilières, psychologique, communication, leadership et gestion de crise t'ont le plus aidé à bâtir ton empire? C'est le travail sur le mindset. Le succès, c'est 80% mindset et 20% technique. Alors que le monde travaille sur l'inverse, 80% technique et 20% mindset. Donc, on néglige le mindset. Parce que si tu n'as pas le contrôle de ton cerveau, Mhm. comment veux-tu confronter des situations stressantes? Et en affaires, que ce soit en immobilier ou n'importe quoi, on a toujours des situations stressantes qui arrivent, imprévues, quoi que ce soit. Tout à fait. Alors là, la majorité du monde vont paniquer et la peur prend le dessus. Et lorsque tu agis en situation de peur, tu perds le contrôle. Mhm. C'est tes peurs qui te permettent, qui te font avancer ou reculer. Alors, si tu n'as pas appris à contrôler ton cerveau, contrôler tes peurs, tu t'en vas vers où? Tu t'en vas vers un mur à 200 km/h. Mhm. Et il y avait une entrevue de Jack Hadfield, l'astronaute, qui Mhm. m'a toujours frappé. Il est dans l'atmosphère. Quelqu'un lui pose la question, Monsieur Hadfield, tu sais que tu peux peut-être ne pas revenir jamais. Puis Hadfield, il dit, je le sais très bien, mais si je pense à ça, je ne serais pas venu ici. Mhm. Mon objectif, c'était d'aider la science et de vivre quelque chose d'unique que très peu de gens vont être capables de vivre dans leur vie. Et je focus là-dessus. Je ne focus pas sur la catastrophe qui peut arriver. Mhm. Alors, c'est un contrôle du cerveau. Puis les gens n'apprennent pas à contrôler leur cerveau, ne font pas assez de thérapie ou de séminaires ou de formation ou de livres sur la façon de contrôler son cerveau. Et ils laissent aller leur peur. Et quand tu laisses aller tes peurs, ben, moi-même, le premier, j'ai des peurs. Il ne faut pas penser que j'ai pas de peur. J'ai des peurs, mais j'ai appris à les contrôler. Mhm. J'ai des façons. Pour moi, la meilleure façon de contrôler mes peurs, c'est d'être dans l'action. Boom. S'il m'arrive un problème un soir, ben, je ne dirais pas, je verrai ça demain matin. Je règle le plus vite possible cette situation-là. Sinon, c'est la peur qui prend le dessus. Je comprends. Et là, tu imagines, le cerveau est très créatif du côté négatif. C'est comme... C'est presque infini. Exact. OK? Alors là, il faut que je bloque ça. Et moi, un moyen de bloquer ça, c'est que je m'en vais dans l'action. Je fais des gestes immédiatement pour régler cette situation-là. Et pendant ce temps-là, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que Ça fait bouger les choses. Ça fait bouger, je suis dans l'action. Alors, je réfléchis. Quel est le problème? Et gros de même, je vais le diviser en petits problèmes. Et je vais résoudre chacun des petits problèmes. Puis, en bout de ligne, le gros problème va être réglé. Mais la majorité du monde, ils vont juste voir le gros problème, puis je ne m'en sortirai jamais, puis c'est impossible. Il n'y a pas de solution. Alors, c'est faux. Il y a toujours une solution. Mhm. Ça peut être de la négociation, ça peut être racheter d'autres immeubles, ça peut être vendre des immeubles. Tout à fait. Il y a toujours une situation possible. Rencontrer des individus, il y a toujours une façon de se résoudre un problème. Mais tu dirais, mettons, qu'est-ce qui t'a aidé, toi? Parce que le mindset, c'est large. C'était quoi tes habitudes par rapport au mindset ou que tu faisais pour travailler sur toi-même, pour te développer constamment, pour pouvoir surmonter des erreurs, des challenges quand t'en faisais face? C'était lectures. Moi, en 1987, j'ai acheté des éditions Un monde différent, La Bibliothèque du succès. OK. Bon, c'était 105 livres de motivation Mhm. de tous les auteurs possibles et imaginables en hardcover avec une sérigraphie en mon nom. Bon, évidemment,
c'était ma nourriture. Je lisais ces livres-là. Je participais à des séminaires. Je consultais des psychologues. Le monde a honte de consulter un psychologue. Qu'est-ce qu'il y a de consulter? Le psychologue, c'est la personne qui ne te jugera pas. Tu peux crier, tu peux brailler, tu peux pleurer, tu peux faire n'importe quoi, tu peux faire des crises, mais tu ne jugeras pas. Mais ça fait du bien. Mais le monde, dans leur tête, c'est honteux d'aller voir un psychologue. Qu'est-ce qu'il y a de honte là-dedans? Pendant le longtemps... cerveau est une partie du corps humain. Aussi. Tu as mal, tu vas voir ton médecin, il va te soigner. Tu as un trouble psychologique ou tu as une crainte ou quoi que ce soit. Tu as des blessures au dos, tu vas aller te faire masser, tu vas aller voir un chiro. Alors, ça fait partie du cerveau. Le monde, tu sais, les gyms sont pleins. OK? Là, aujourd'hui, les psychologues sont pleins aussi. Depuis la COVID. Mais on veut entraîner le corps, mais on ne veut pas entraîner le cerveau. C'est quoi la logique là-dedans? Le cerveau est une partie du corps. Puis sans ton cerveau, le reste de ton corps, tu vois l'Alzheimer, les gens meurent. Ils meurent après l'Alzheimer à un moment donné. Le cancer du cerveau, on meurt quand ça arrête de fonctionner. Donc, le cerveau est extrêmement important et on le néglige parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas dans nos coutumes, c'est pas dans nos pensées, mais il faut s'en occuper. Il faut en prendre soin. Quand tu dans ton pic, quand tu étais dans ta montée, dans ta croissance grand V, si je peux dire ça comme ça, c'était quoi les petites habitudes matinales que tu avais ou le soir avant d'aller te coucher qui te permettaient d'être sharp comme investisseur? Ben, tous les soirs avant de me coucher, je regarde ce que j'ai fait dans ma journée, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. OK. Quand je me lève le matin, qu'est-ce que je peux faire de mieux vers l'atteinte de mes objectifs, tous les matins. Mais moi, en vieillissant, je ralentis un peu, mais à mon réveil, moi, je suis speedé. Okay? Bonne humeur, puis let's go. Je suis d'attaque, puis mon objectif est là. Je travaille à mon compte, c'est formidable, tout ce que je peux faire. Peu importe les problèmes que je peux avoir à régler dans la journée, je suis tout excité. OK. Okay? Parce que je vis mes passions. Alors, moi, c'est ma façon de faire. Quelle compétence que tu trouves que les investisseurs aujourd'hui sous-estiment totalement selon toi? Ben, aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux et de l'Internet, tout va rapidement. Ça, c'est tellement vrai. Donc, moi, quand j'ai commencé, tout était slow, tout était lent. OK? Des erreurs étaient faciles à corriger. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il faut lire le plus possible et prendre des formations le plus possible parce que ça va trop vite. Je comprends. Ça va parce extrêmement rapidement, puis tu vas te faire ramasser au premier détour, puis tu vas te brûler, puis tu ne seras pas capable. Alors, ce n'est pas une dépense. Exemple, le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, on fait de coaching et mentorat, c'est sur 10 mois, et je pense que c'est rendu 5 500. Bon, le monde dit, t'es malade, dépenser, c'est pas une dépense, tu investis sur toi, tu vas chercher le minimum de connaissances pour ne pas te péter la gueule en choisissant l'investissement immobilier. Alors, c'est une entreprise d'investissement immobilier, donc tu dois connaître les aléas, tous les avenants et aboutissants du processus de l'investissement immobilier. Et étant donné que ça va vite, tu as moins de place à l'erreur que tu peux en avoir avant. C'est vrai. Puis, tu dirais qu'en date d'aujourd'hui, c'est quoi tes habitudes maintenant de succès par rapport à ce qu'on vient de dire, comme Est-ce que tu continues de te former? Est-ce que tu as des coachs? Est-ce que tu as des mentors? C'est quoi que tu fais pour rester sharp à ton âge puis avec ta vision de où est-ce que tu t'en vas? Ben, c'est toujours par la lecture, mais aujourd'hui, je suis plus coach et mentor moi-même que d'en suivre. OK. J'ai 76 ans, bientôt 77. Alors, tu sais, j'ai un bagage de connaissances. Je pense que j'ai atteint une certaine sagesse. Et j'aide beaucoup, beaucoup de gens par mes exemples, par des consultations. Je les aide beaucoup. J'ai formé avec Ré Vincent un groupe qui s'appelle les guerriers samouraïs et les apprentis guerriers samouraïs. Bon, les guerriers samouraïs, le critère de sélection, c'est pas compliqué. Il faut que les gens aient construit quelque chose, au moins 1 million d'avoirs net à partir de zéro. Pas d'héritage. Tu es parti à zéro, puis à la sueur de ton front, tu as réussi à atteindre ton million. Ça, c'est un des objectifs. L'autre, des critères. Puis l'autre, il faut que tu en veuilles plus. Nice. Mentalement. Alors, on est 25. On se réunit une fois par semaine sur Zoom, puis une fois par mois en présentiel. Et on développe des sujets. La semaine passée, c'était sur les gens toxiques. Alors, qu'est-ce que tu fais face à des gens toxiques? Comment tu fais pour te rendre compte que ce sont des toxiques? Comment tu fais pour les éliminer? Aussi. Veux-tu les éliminer? Veux-tu les amener à toi? Alors, on échange nos idées là-dessus. Alors, c'est extrêmement formateur. Et avec ça, on a fait les apprentis guerriers samouraïs parce que c'est pas vrai, parce que tu n'as pas atteint 1 million, que tu n'es pas bon. Okay? Donc, on a des gens qui veulent s'en aller vers ce groupe-là. Donc, on a des apprentis guerriers samouraïs. J'aime ça. Et ça va très bien. C'est merveilleux. Ça répond à un besoin.
Et ça nous aide, nous autres aussi. Tu dis, où est-ce que tu vas chercher? Là? Lorsque tu enseignes, tu apprends de tes étudiants aussi. Alors, dans l'immobilier, j'ai enseigné l'immobilier, mais j'ai appris par des questions qu'on me posait, des situations que je n'avais pas vécues. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses aussi. 100%. Même si tu es un coach et un mentor, tu apprends de tes élèves. Et des erreurs des autres. Et des erreurs des autres. Question plus personnelle. Parce qu'on est allé dîner dernièrement, puis tu m'en parlais un peu, mais qu'est-ce qui te garde jeune, qui te donne la bonne énergie dans ta vie personnelle présentement, à 76 ans? Ben, écoute, les relations humaines, OK? Comment est-ce qu'on peut, cette vieille mentalité qu'on doit passer notre vie avec la même personne toute notre vie? Ça peut, c'est possible, mais à un moment donné, si tu n'es plus dans la même direction, si tu deviens co-toxique, tu deviens toxique avec l'autre personne, pourquoi continuer? Ça, c'est tellement vrai. OK? Alors, c'est faux, c'est des fausses indications qu'on nous donne que tu t'embarques, et ça, c'est à cause des bases religieuses que je ne veux pas blâmer, là, mais tu t'engages avec quelqu'un, puis c'est pour la vie. Ben, en principe, oui, mais il peut y avoir tu peux bifurquer tes chemins et tu n'es plus sur la même longueur d'onde. Fait que moi, quand une relation ne fonctionne plus, il faut la cesser. Et tu en recommences une autre. Puis là aussi, ça peut arriver. Moi, je suis à ma troisième relation, troisième conjointe. Alors, j'ai choisi une femme beaucoup plus jeune que moi, actuellement. Elle a 30 ans de différence avec moi. Évidemment, il faut qu'elle aussi elle me choisisse. Là. Ça va dans les deux sens. Et on a un enfant. On a eu un enfant ensemble. Non pas un accident, c'était désiré. C'était une de ces conditions quand on a commencé ensemble. Moi, je ne voulais plus d'enfant, mais elle en voulait. Mais je vais analyser le tout, puis quand j'ai dit oui, c'est correct. Alors, on a un enfant qui est rendu à 5 ans. Et c'est le bonheur total. C'est le bonheur total. Parce que là, tous mes amis me disent ouais, t'es malade, Lépine, tu devrais profiter de la vie. Regarde, j'ai profité de la vie, je profite de la vie. Et là, je vois mon garçon totalement différent que quand j'ai eu mes filles il y a 23 ans. À vous, hein? OK? Tu sais, à 23 ans, je me suis marié étudiant, j'ai eu un enfant, j'étais étudiant. Je n'ai pas vécu. Tu n'étais pas là. Ta tête était. Même si tu étais présent physiquement, mais ta tête était ailleurs. Moi, je pense qu'on ne devrait pas avoir d'enfant vers 40 ans pour vivre ce qu'on a à vivre. Puis quand tu es prêt, tu as vécu ce que tu as vécu. Là, OK, on embarque la famille. Et là, je le vois vraiment. J'ai eu mon fils, j'avais 71 ans. Et là, je vois tout le cinéma d'avance. Je le vois évoluer. J'ai le temps de le voir évoluer. J'ai le temps de m'en occuper. Et il me ramène, j'en parle souvent, dans le moment présent. Parce que lui, mon fils, à 5 ans, le futur, il ne pense pas à ça. Il n'a pas la notion du temps. Moi, je me réveille, papa, viens jouer avec moi. On joue. OK? Alors, il n'est que dans le moment présent. Et ça me ramène dans une réalité que... on est allé voir Eckhart Tolle il y a un mois, il était ici. Sa théorie, c'est le moment présent, parce que le futur n'existe pas. Il va exister quand tu seras rendu là, mais on pense, et notre éducation nord-américaine, c'est de penser au futur, tout le futur. Oui, il faut en prendre une partie si on se rend là, mais pourquoi scraper ton moment présent pour juste construire ton futur? Donc, il faut garder un équilibre dans tout ça. Fait que ça me garde jeune. Ma femme, qui est 30 ans plus jeune que moi, j'ai le seul temps où je me vois vieillir, c'est quand je me regarde le matin dans le miroir. Sinon, je ne sais pas que j'ai 76 ans, je ne m'en rends pas compte du tout. Nice, j'aime ça. Puis comment... Je comprends que tu as analysé le tout, puis tu as décidé de prendre la décision, mais c'est sûr que, tu sais, moi j'ai 43, puis moi aussi, je partage la même idée que toi. Tu sais, mes enfants, ils ont 10 ans de différence. Puis pour vrai, j'ai eu ma première à 23-24 ans, mon deuxième... 10 ans, quasiment 10 ans après. Mais sincèrement, j'étais pas au même endroit dans ma vie. C'était c'est la même expérience, mais vécue de totalement de différentes façons. Là. C'est incomparable. Puis le temps, puis où est-ce qu'on est, nous, en tant que personne, pour apprécier ce moment-là, tu as 100% raison. J'ai repris dans le financement 2 résidences personnes âgées. Puis la plupart des résidents sont plus jeunes que moi. Et là, je les vois. C'est les croque-morts. Ils me voient arriver, puis tout speedé, tout excité. Puis je les taquine. Ils sont tous impressionnés de ça. Mais c'est une grosse partie du... Ça n'empêche pas que tu peux tomber malade, ça, j'en conviens. Mais une grosse partie, c'est à cause du mindset. Et, la situation dans laquelle tu te mets, puis mort dans la vie, passionné dans tout ce que tu fais. Puis mon fils,
il me garde dans le présent, puis j'ai pas le temps de penser à vieillir. Et ma femme non plus. Ça me pousse dans le dos à me garder le plus jeune possible. 100%. Puis tu vois, si on revient un petit peu en arrière, tu l'as vécu, tu as été dans des relations où est-ce que... On a tous, pas toi, on a tous été dans des relations où est-ce qu'à un certain moment donné, les objectifs, les désirs, le besoin ne sont plus alignés. Puis comme tu l'as dit, je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pour ça même, des fois, quand les gens me disent « je viens de me séparer », je leur dis « félicitations ». Les gens me regardent comme « what the... » Comme, pourquoi tu me dis ça? Mais je leur dis « hey, pour sortir d'une relation, là, première des choses, souvent, c'est pas de hier, ça arrive, c'est venu, ça fait un bon moment que ça traîne, puis ça prend du courage pour sortir d'une relation. » Puis tantôt, tu l'as mentionné que dans Les Guerriers Samouraïs, justement, vous avez parlé des relations toxiques. Ce serait quoi, mettons, 3 stratégies ou qu'est-ce que vous avez partagé sur quand tu réalises que soit tu es dans une relation toxique, dans une situation toxique ou tu es entouré de personnes toxiques, comment tu fais pour t'en départir? Une des conclusions, il y avait 2 camps. Les camps de la ligne dure, comme moi, j'avais plutôt la ligne dure, puis il y avait le camp de la ligne molle, c'est-à-dire qu'essayer de comprendre la personne. Puis, moi, je dis, gars, c'est peine perdue. Tu ne peux pas changer un individu s'il lui-même ne veut pas. Ça, c'est vrai. Okay. Alors, mais c'est la dépendance affective qui crée un peu la toxicité. C'est vrai. Okay? Alors, on est toxique, on est dépendant affectif, fait qu'on n'ose pas faire le move de s'éloigner de cette personne. La peur de perdre l'amour, de perdre la reconnaissance, c'est toujours une peur. Okay? Alors, le contrôle des peurs, cette dépendance affective-là, qui nous empêche de prendre des bonnes décisions. Alors, et ça devient aussi, si c'est une dépendance affective, c'est le contrôle des peurs, c'est le manque de contrôle de toi. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui était la grosse conclusion. Puis c'est quoi, mettons, une stratégie de prendre son courage à deux mains pour sortir de là? Puis des fois, ça peut être... Des fois, c'est de la famille, c'est pas juste un couple. Des fois, c'est de la famille, ton entourage proche, tes amis, ou même un mauvais partenariat. Ce serait quoi, mettons? Il y a différents niveaux. Quand c'est de la famille, tu peux pas rejeter automatiquement la famille du revers de la main. Alors, c'est de ne pas embarquer dans certaines conversations et de ne pas te mêler trop à ces réunions familiales-là qui ne te conviennent pas nécessairement, tout en restant poli. Okay? Moi, je suis respectueux, mais je m'éloigne de ces gens-là, je les invite moins, je refuse plus souvent des invitations. Qui va être là? C'est quoi le sujet? Alors, je reste quand même poli et respectueux, mais certaines fois, j'ai même dit à l'individu, écoute, on n'a pas les mêmes valeurs. Okay? On n'a pas les mêmes objectifs. Mm-hmm. Ça donne quoi? Je me souviens dans une de mes 3 relations, l'avant-dernière, où le monde trouvait que je parlais pas. Je dis, écoute, ça ne m'intéresse pas ce que vous dites, là. C'est juste du jasage de l'un envers l'autre. Il a fait ci, il a fait ça. Puis d'une fois à l'autre, c'est toujours les mêmes conversations. En plus. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire à ça. Moi, j'embarque pas là-dedans. Je comprends. Question pour toi. Tantôt, on en a parlé que tout va vite, que l'immobilier avance rapidement aussi. Mais avec l'intelligence artificielle, les plateformes numériques, les nouveaux modèles financiers, penses-tu que le rôle de l'investisseur classique va disparaître ou se transformer d'ici les prochaines années? Oui, définitivement, l'intelligence artificielle va accélérer encore plus le tout. Mm-hmm. Mais ce qui met peur à l'intelligence artificielle, c'est l'être humain va devenir un peu plus dommé. Okay? Alors, on s'est capable de réfléchir par nous-mêmes. Les solutions vont toujours venir d'une intelligence artificielle. Où est-ce que ça va nous amener la société? Ça me concerne, ça me préoccupe un peu. C'est sûr. Moi, je suis en fin de vie. Okay? Il m'en reste, je ne sais pas combien, mais les jeunes qui sont en début de vie, ils font tout faire par l'intelligence artificielle. Ils vont faire quoi dans leur vie? Je ne suis pas capable de répondre à ça. Peut-être qu'ils vont mieux se débrouiller que moi. Aussi. Mais dans ma mentalité, c'est impensable. Ils vont devenir des êtres humains incapables de réfléchir de quoi que ce soit par eux-mêmes. Tout va se décider par l'intelligence artificielle. Puis à un moment donné, cette intelligence artificielle-là va décider ce qui est bien ou mal. Sincèrement, parce que ça le fait déjà, ça va souvent, par défaut, te donner la réponse que par rapport au type de questions que tu as l'habitude de poser, mais va t'amener une réponse qui va faire ton affaire au lieu de te donner une réponse beaucoup plus exacte. Ouais. Puis tu as 100% raison, parce que c'est drôle, j'avais une fille... Manon Paquette, je pense que tu la connais. Oui. Puis on parlait justement d'intelligence artificielle. Puis elle m'avait dit une chose, qu'est-ce qui est cool avec l'intelligence artificielle, c'est que ça
t'élimines le syndrome de la page blanche. Fait que tu dois faire un projet, tu dois faire, mettons, un exposé, une conférence, whatever, puis, ou écrire un livre, ou faire une publication quelconque, puis là, t'es comme, OK, mais par où je commence? Versus là, t'as le AI, tu peux poser ta question, puis là, ça te donne une série d'idées. Fait que, comme tu le dis, fait que si on prend l'habitude d'éliminer le syndrome de la page blanche, d'éliminer l'habitude de s'asseoir pour réfléchir, pour arriver avec des réponses concrètes, intelligentes, etc. Mais ça peut faire l'effet de... On peut devenir plus dummy, comme tu dis. Oui. Mais là, actuellement, je vois très bien quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle ou non dans des textes. Là, je le vois ça, c'est vrai. Je le vois très bien. Puis, admettons, tu vois... à quoi tu penses que les investisseurs vont ressembler d'ici 2030-2035? Écoute, 2030, c'est pas loin, là. En plus. OK? Il n'y aura pas grand changement à partir de 2026. On est à fin 2025. Ça va être plutôt en 2035. Mm-hmm. Il va être de plus en plus avisé. On le voit déjà, la différence. Là, quand il arrive, il y a un deal qui arrive sur le marché, la quantité de personnes qui s'en vont pour faire des offres, tu vois que les gens, moi je le vois dans l'enseignement, que les gens arrivent de beaucoup plus préparés ça, c'est vrai. qu'il y a 20 ans. Tout à fait. OK, il y a 25 ans, quand j'ai fondé le club, beaucoup de monde ne savait même pas c'était quoi une hypothèque. En plus. Aujourd'hui, ils savent c'est quoi une hypothèque, ils ont des notions de base. On n'enseigne plus de la même façon, c'est plus tout à fait la même chose que ce qui était enseigné en 2001, quand j'ai fondé le club. Donc, les investisseurs vont être plus avisés et tu vas avoir beaucoup moins de débutants ignorants parce qu'ils prennent de plus en plus de formation. C'est vrai. Donc, le marché, je suis un peu responsable de l'évolution du marché au Québec. Okay? J'ai formé tellement de monde qui sont devenus certains compétiteurs. Donc, je me sens un peu responsable un peu de cette surenchère qui existe au Québec. D'information. Mais où je ne me sens pas responsable, coupable, c'est que tout le monde a droit à cette formation-là, à ces informations-là, et tout le monde a droit de tenter sa chance dans l'investissement immobilier ou 100%. dans les affaires. Donc, là-dessus, c'est un devoir accompli pour moi, et ça continue. C'est le club, je laisse une marque, Mm-hmm. c'est une marque de moi dans la société pour les générations à venir. Alors, l'investisseur en 2030-2035, il va être plus avisé. Il connaît plus la notion du risque. Aussi. Et le financement, c'est devenu le nerf de la guerre. Okay? Alors, on est à la merci du financement, on est à la merci des politiques des banques, de la SCHL, entre autres. Et le processus est tellement lent, là. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. À un moment donné, je sors un peu du sujet, mais ça a pris 13 mois avant la réponse de la SCHL pour un dossier qui devait nous être remboursé. Wow! Parce qu'il y avait tellement de demandes, ça a pris 13 mois. Alors, ça va ralentir ou ça va demeurer 3 à 4 mois, le temps standard pour obtenir ton financement. Alors ça change la donne beaucoup. C'est que 3, 4, 5, 6 mois pour avoir ton financement. Pendant ce temps-là, tu as 2 pieds et 2 mains attachés. Puis tu dois le supporter. C'est ça. Et nous, quand on fait du prêt privé, bien, il se fie sur ce refinancement-là, fait que ça leur coûte plus cher. Ça leur coûte plus cher, mais ils vont revendre plus cher. Fait que ça crée un effet d'inflation. Mm-hmm. Mais l'immobilier, en tout cas au Canada, je l'ai dit dans d'autres podcasts, mais c'est la terre promise, parce que le Canada, on a un des meilleurs systèmes politiques au monde, stabilité en tout cas, Mm-hmm. le meilleur système bancaire au monde. On est un énorme pays, deuxième en superficie, et on a juste 40 millions En plus. qui occupent la bande du Sud. Okay? Et le Canada, ben, c'est le Québec, l'Ontario, l'Alberta et le BC. Mm-hmm. Okay? Le reste, c'est plus négligeable. Mais en fait, on est au moins 3 pays dans un seul pays. C'est tellement vrai. La géopolitique, l'Ontario et le Québec, les provinces maritimes sont, pas maritimes, les provinces centrales, elles sont enclavées, et l'Ouest, que le Pacifique. Mm-hmm. On est quasiment 3 pays dans un seul pays. Et l'Alberta, son pétrole actuellement, ils peuvent le vendre juste aux États-Unis, qui en profitent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le vendre ailleurs, donc ils le négocient au plus bas prix. Mm-hmm. Et on est un pays, en fait, on est 12 pays dans 10 pays, 11 pays dans un pays, parce que pour traverser le pétrole jusqu'au Québec, ben, il faut donner un droit de passage à Manitoba, à Saskatchewan, en Ontario. Puis, c'est tellement... On ne s'entend pas, on a des tarifs entre nous autres. Mais l'immobilier, on va vivre une explosion économique extraordinaire. Là, on vient de réaliser qu'il faut ralentir l'immigration parce qu'on n'est pas prêt. Mm-hmm. Pas prêt pour les
les initier, pour les introduire, pour s'en occuper. Là, on a commencé à construire, puis regarde les gaffes du gouvernement. Il faut construire, il faut construire. Là, des gens construisent, se fiant que l'immigration va de 500 000 par année, puis tout d'un coup, on baisse ça à 200 000. Mais là, on a commencé à construire, on a investi, donc on avait un taux de vacances bas, on se ramasse avec un taux de vacances normal, qui va probablement devenir au-dessus de la normale. Et là, ces gens-là qui ont investi, bien là, ils risquent leurs finances, là, ils risquent leur situation financière. Fait que, il faut prendre des décisions en fonction de ce que les gouvernements nous annoncent. En plus. Mais on réalise que c'est irréfléchi, ou c'est mal réfléchi, c'est mal planifié. Et tant et aussi longtemps que les systèmes politiques vont être construits pour se faire réélire, les politiciens vont toujours faire en fonction de se faire réélire. En plus. Alors, à partir de là, les décisions ne sont pas vraiment des décisions toujours logiques, qui sont faites en fonction de est-ce que ça va plaire à mes électeurs pour me faire réélire la prochaine fois. Puis ça, c'est s'ils exécutent en plus l'objectif en plus. Mais c'est une question de temps. Là, c'est un redressement, mais ils vont rouvrir les valves parce que notre système canadien était basé sur une croissance démographique due aux naissances. On a arrêté de se reproduire. En plus. Donc, on s'est doté de systèmes déficitaires en fonction qu'on aurait des enfants plus tard qui créeraient assez d'argent pour payer. Maintenant, on a arrêté de le faire. Donc, c'est la même logique. On crée des déficits. Tu ne peux plus enlever à la population ce que tu as donné. En plus. Fait que ça prend des revenus. Pour avoir des revenus, ça prend du monde. Donc, si on ne se reproduit plus, ça prend l'immigration. Fait qu'ils vont remonter les normes d'immigration. Et là, ça va créer un boom économique sans précédent au Canada. Quand je parle d'économie, il n'y a pas juste l'immobilier. Ça va prendre des routes, des hôpitaux, des restaurants. Tout ce qu'il y a d'économie. S'il y a du monde à la messe, il nous faut toutes les infrastructures, les commerces, les entreprises, etc. pour pouvoir fournir ce monde-là. Exact. Puis le réchauffement de la planète, bien, on va monter. Mais si on monte 1 kilomètre de plus vers le nord, avec 4 000, 5 000 kilomètres de long, ça fait beaucoup de superficie qu'on peut occuper. Exact. C'est très bien pensé. Je comprends que tu es rendu à 76 ans, 77 ans bientôt. Mais si on reculerait en arrière, tu serais un petit peu plus jeune. Si tu avais à investir dans une zone grise ou un petit peu moins populaire aujourd'hui, ce serait quoi? Dans quoi tu te lancerais, tu investirais, que tu prendrais un risque différent? Autre que l'immobilier. Autre que l'immobilier ou une autre niche dans l'immobilier que tu n'as jamais vraiment exploitée, mais que tu vois qu'il y a un gros potentiel? Ben en fait, l'immobilier, c'est une spécialité qui se divise en plusieurs spécialités. C'est vrai. Alors, moi, j'ai choisi le résidentiel parce que c'est le plus facile. Malgré qu'on a le TAL, c'est le plus facile de tous parce que un logement de ville, c'est facile de remplir. Si tu vas dans les édifices à bureaux, c'est un 1000 pieds carrés de vide, c'est pas évident de le remplir. Dans le commercial, c'est la même chose. Les petits centres d'achat. Alors moi, je suis très content d'avoir choisi l'immobilier. Je rechoisirai encore l'immobilier résidentiel. Malgré... Et tu sais, le TAL, moi, j'ai rarement eu affaire à ça parce que vous savez, l'immobilier, c'est une entreprise. Et toute entreprise qui se respecte a un service à la clientèle, un service après-vente. Alors moi, je me suis sorti de la tête les maudits locataires qui me dérangent. C'est pas mes maudits locataires, moi, c'est mes clients qui ont des besoins auxquels je dois combler le mieux possible. OK. Donc, dans cette mentalité-là, sur des milliers de locataires que j'ai eus, je suis allé 3 fois au TAL dans toute ma vie. J'ai gagné 3 fois, mais je n'ai rien gagné parce que c'est inexécutable. Ben, j'ai pris comme habitude de négocier avec mes clients et de donner un service après-vente, de sorte que mon taux de rotation était beaucoup plus bas. OK. Alors, c'est une business, mais dans quoi j'irais? Avec le recul, je pense que j'ai choisi le meilleur. Je ferais peut-être du financement plus tôt. Ah oui? Pourquoi? Tu payes en premier. Ah, c'est vrai. Ça, j'ai aimé cette façon de penser là, c'est... Donc, le financement, ça répond à un besoin aussi. Le livre qui m'a influencé le plus dans ma vie, c'est « Réfléchir et devenir riche ». Et surtout le passage où il dit « Plus tu vas aider de gens à réussir, plus tu vas réussir ». Alors, j'ai toujours appliqué ça. Comme propriétaire d'immeuble, plus je vais aider mes locataires à être heureux. À être bien. Plus je vais être heureux, plus je vais réussir. Quand j'ai fondé le club, c'est encore mieux ça, parce que plus je vais aider de gens par mes enseignements à réussir, plus ils vont prendre mes cours, puis plus ils prennent mes cours, plus je vais faire d'argent. C'est vrai. Et là, le financement, c'est la même chose. Plus je vais aider de gens à acheter des immeubles, plus ils vont me payer des intérêts et plus je vais faire d'argent. C'est vrai. Alors, c'est le même principe dans les 3 situations. Et peu importe ce que je choisirais, ce serait la même chose. Je choisirais... On prend la famille à Rabietto qui font des pizzas
Salvatore. Mhm, mhm. Bon, ils sont 5 frères et sœurs avec le père qui est là, puis ils ont une mentalité extraordinaire. Là, ils achètent des immeubles. Ils n'ont pas juste Pizza Salvatore, ils ont plusieurs. Oui, 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 5 ou plusieurs 6 chaînes. franchises, oui, oui, C'est oui. un beau modèle de réussite familiale. Mais tu vois que les autres, ils ont choisi la restauration, mais là, ils bifurquent vers l'immobilier. Puis là, ils bifurquent vers l'informatique aussi. Hmm. Mais ils ont tellement le bon mindset, la bonne façon de faire, qu'ils ont décelé un manque. Et ça, c'est dangereux en passant pour les courtiers immobiliers, leur plateforme qu'ils développent. Oh, oui, j'en ai entendu parler. C'est ça. Et, mais tu sais, c'est du créatif. Mhm. Alors, tu sais, de par leur mentalité, peu importe ce qu'ils vont toucher actuellement, ça va toujours être un succès. OK? Ils ont le brain, ils ont le mindset pour ça. Ils ont la façon de penser, ils sont soudés ensemble. Mais, Je ne suis pas dans leur gestion quotidienne, sûrement qu'ils ont des différents. c'est- Mais peu importe le domaine que tu vas choisir, si tu le fais de la bonne façon, tu sais, je donne souvent l'exemple McDonald's, là, ce qui fabrique les meilleurs hamburgers au monde. non, Mais pourquoi c'est eux autres qui en vendent le plus? exact. C'est un système. Mhm. C'est un système de A à Z. Mais, justement, avec un exemple comme la famille des Pizzas Salvatore, t'es bon ami, t'as écrit plusieurs livres avec Luc Poirier. Admettons, si tu avais une longue horizon devant toi, encore une fois, avec plus d'énergie, plus de temps, tu as de l'énergie, mais plus de temps, whatever, y a-tu quelque chose que tu aurais rajouté, admettons? Comme eux autres, comme tu dis, eux autres, la famille, c'est quoi leur nom encore, j'ai oublié? Arabiello. Ravello. Mais est-ce que tu y aurait quelque chose qui t'a toujours tenté, admettons, des entreprises, du reprenariat? Est-ce qu'il y avait quelque chose, la tech, ou y a-tu quelque chose qui t'a déjà attiré, mais que tu t'es pas lancé? Un petit peu la restauration rapide. OK. Comme McDo, des chaînes comme Ouais. McDonald's? Ouais. T'as déjà pensé à... T'as-tu déjà fait un move ou Non, j'ai pas fait de move, mais ça m'aurait intéressé, ça. d'acheter une chaîne? Y avait-tu une chaîne en particulier ou... McDonald's. OK. McDonald's. Puis là, je vois des publicités de la belle province. Ben, je trouve qu'ils ont un vent dans les voiles. Pas la belle province, le petit Québec. Oui, La belle province, on dirait qu'il n'y a plus d'âme. ça c'est vrai. Mais le petit Québec, je ne sais pas qui est derrière ça, mais tu vois qu'il y a un arbre. Et là, ils vendent des franchises. Puis ils font des entrevues avec des franchisés qui sont heureux. Puis il y a un beau marketing. Ça m'aurait intéressé de partir. Non pas aller faire des hamburgers moi-même, mais Mhm. opérer 3, 4, 5 restaurants comme ça. Ça m'aurait plu. Probablement que comme je me connais, j'en aurais plus que 3, 4, 5. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Y a-tu des rencontres clés que tu as eues? Ben, peux-tu nous raconter une personne ou un événement qui a complètement changé ta trajectoire ou ta vision ou qui t'a fait en sorte qu'il t'a inspiré d'une manière de faire les choses différemment puis qui ça t'a aidé à te propulser? Ben, c'est le monsieur qui avait écrit l'article How to Wake Up the Financial Ah, c'est vrai, Times. tu l'as mentionné tantôt. Il s'appelle Mark Oliver Harrelson. Alors moi, j'allais à ses congrès en Floride. À chaque mois de janvier, j'allais en Floride. Et il y avait 2000 personnes. C'était une ambiance extraordinaire. Et ça a été un tournant dans ma vie parce que je me trempais dans un bain d'investisseurs immobiliers, même si c'était aux États-Unis. En anglais en plus. En anglais, il y avait une ambiance extraordinaire. Puis ils vendaient des home study courses, des cassettes qu'on achetait. Et puis à un moment donné, ben, ils me reconnaissaient d'une fois à l'autre. Puis à un moment donné, ils me demandaient de raconter ce que j'avais fait. Puis là, ils semblaient tous surpris. Ouais, t'as réussi, comment tu as fait ça? Ben, j'ai suivi ce que tu m'as dit dans tes cassettes. Et ils semblaient surpris du résultat Wow. de ce qu'ils m'avaient enseigné. Mais ça a été un tournant dans ma vie parce que ça me gardait motivé. Ça n'existait pas au Québec. Mhm. Et c'est grâce à ça que j'ai fondé le club aussi. Ça n'existait pas. Quand j'ai fondé le club, les étoiles étaient toutes enlignées. Mhm. J'étais capable d'enseigner. J'avais enseigné un peu au cégep. J'avais l'expérience comme investisseur immobilier. Et puis, il y avait de la place pour ça. Ça n'existait pas. En plus, tu étais dans Donc, ton les essai étoiles en... étaient toutes enlignées. Ça a été difficile à partir, mais j'y croyais tellement qu'à un moment donné, ça a explosé. Y a-tu d'autres personnes qui t'ont inspiré, motivé ou qui ont été, comment je pourrais dire, quelque chose qui t'a ouvert les yeux sur... Ben, mon ami Ray Vincent, avec qui on travaille ensemble, m'a toujours inspiré par ses paroles, pas nécessairement par ses actes, mais par ses paroles. On appelle ça un brainwasher. Mhm. Il y a des techniques qu'il a étudiées quand il étudiait la chiropratie aux États-Unis. Il a développé. Lui m'a influencé beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec lui d'une certaine façon, parce que une partie de mon succès, je lui en suis reconnaissant. Mhm. Parce que c'était quelque part mon modèle mental à ce moment-là.
Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Il me prend quasiment comme modèle. Il est impressionné de ce que j'ai fait, puis il sait que j'ai parti à partir de ses enseignements. Alors, mon ami Ray Vincent, oui, m'a influencé, il m'influence encore. Sur des choses à faire, sur des choses à ne pas faire. Aussi. OK. Tu as écrit des livres justement avec Luc Poirier, puis on s'entend qu'il est plus jeune que toi. Un livre, ouais. Un livre? Un livre, oui. Tu as écrit un livre avec Luc Poirier, mais quand tu vois ces exploits, ces coups de circuit, des histoires comme ça qui touchent souvent l'immobilier, y a-tu des choses des fois que tu t'aurais dit, j'aurais peut-être pu tester ou m'aventurer de manière différente, créative? Ben, c'est des questions de personnalité. Luc n'a peur de rien. Puis moi, j'avais peur de tout. Pour vrai? J'apprécie que tu le dises. Moi, j'avais peur de tout, qui vient de mon éducation. Et Luc n'a peur de rien. Son éducation l'a amené à l'inverse. Mhm. Et il remercie le monde aujourd'hui. Il a été victime d'intimidation, mais lui, au lieu de s'écraser, ça l'a rendu plus fort. C'est vrai. Mais Luc, c'est un génie en son genre. Je le connais bien. Il fait des... Je ne suis pas toujours nécessairement d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est un génie en son genre. Puis, C'est tellement vrai. OK, il est bon. Il ne connaît pas la peur. Il ne connaît pas la peur du tout. En tout cas, il la contrôle bien. Il fait des choses que moi, je n'aurais jamais été capable de faire. OK? Parce que lui, il n'a pas peur, puis moi, j'avais peur. OK. Tu sais, il a acheté un trou comme il a fait là. Eh boy, ben oui. La prairie. Bon. Avec tout, il savait ce qui s'en venait, lui, il achète le trou, puis il est gagnant. OK? Fait que tout ce qu'il a fait, il y avait un énorme risque qu'il était capable d'affronter. Mais il a été collé au pied du mur. On le compte dans le livre, puis il le compte dans ses conférences. Quand il a acheté à l'île Charon le terrain, il a tout mis ce qu'il y avait, là. Puis là, le gouvernement embarque là-dedans, puis là, il bloquait. Fait que c'était une énorme machine contre lui, là. Fait que tout ce qu'il a été obligé de faire, parce qu'il n'y avait plus de revenus, là, tout son argent était là. Alors, c'est un gars qui est proactif, il est créatif. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je le vois souvent. Puis d'ailleurs, la semaine passée, j'étais avec lui. Les inspirés de l'immobilier faisaient une levée de fonds, on était là. Et puis, il s'expose. Il reçoit beaucoup de critiques, mais tu sais, c'est comme s'il était blindé contre la critique. Il a besoin de s'exposer parce que son modèle d'affaires, il investit, il y a des gens qui investissent avec lui. Alors, c'est un beau modèle d'affaires. Et puis, on le voit très bien dans le livre. On est deux générations. On a quand même un parcours similaire, sauf que lui, il est plus gros que le mien. Mais ce qu'on voulait démontrer dans le livre, c'est que c'est courage, vision et passion. That's it. Peu importe la génération qu'on est, on est des gars courageux. Les deux, on a de la vision, puis les deux, on est passionnés. J'adore. Puis, y a-t-il une décision la plus insensée ou surprenante que tu as déjà prise en affaires? Parce que oui, j'aime ça que tu le mentionnes, qu'on a un comparatif que, justement, Luc, s'il n'a pas peur, puis il fonce. Toi, tu étais plus réservé, mais tu travaillais sur ton mindset. Qu'est-ce qui t'a fait monter ta business puis avoir un beau parcours comme tu fais là? Mais y a-tu dans ton parcours, dans ta méthode, comment, pas ta méthode, mais comment on appelle ça, là, dans ton... pas ton track record, mais dans ta façon de faire de l'immobilier, y a-t-il une décision insensée que tu as déjà prise ou que tu as sorti de tes chantiers battus, qui t'a amené à un autre pilier ou que tu as peut-être essayé, puis au final, ah non, c'est pas pour moi, puis tu es retourné à ta façon de faire? Ben, j'ai fait une tentative dans le commercial. À Québec, on avait acheté un centre d'achat, puis ça a été extrêmement créatif parce que j'avais pas une scène pour l'acheter. J'ai trouvé la méthode. OK, je vais voir le propriétaire, je dis, je vais acheter tes actions. OK. Tu vas me mettre actionnaire et tu vas mettre dans le livre des minutes. Et moi, je vais partir, donne-moi des bilans, je vais partir magasiner et je vais aller chercher un refinancement. En tant que propriétaire, OK, je n'achète pas d'immeuble. Je vais acheter des actions de mon associé et j'ai besoin de le refinancer pour acheter des actions de mon associé qui veut prendre sa retraite. Ça a été très créatif. C'est vraiment créatif. Mais l'édifice était... Le rez-de-chaussée était tout loué, les commerces, mais le deuxième, c'était des bureaux, c'était tout vide. Il n'y avait plus rien. Vide. Fait que ça, c'était un assez gros risque. On s'en est bien sorti pareil, mais j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. À ce moment-là, c'était à 2,5 de 2 millions. Et puis, j'ai été chercher 2,2 millions en financement. J'ai mis 200 000 dans mes poches. Et puis, on a vendu 2,5 millions. Mais entre-temps, on a sué parce qu'il faut le louer le deuxième étage. Là. Ben oui. Fait que est-ce que vous avez gardé le même modèle à l'intérieur ou vous avez fait différemment? Vous n'avez pas tenté de le convertir en quelque chose d'autre? Vous avez juste reloué? Non, pas du tout. Il y a une partie
que j'ai transformé en petit bureau. J'ai fait un centre d'affaires. OK. Une autre partie, j'avais une école de musique à Québec. Mais j'ai déménagé mon école de musique dans l'autre partie. Puis la troisième partie, qui était un énorme espace, j'ai convaincu un de mes amis, regarde, je vais te louer ça. Une chaîne de magasins qui vient de faire faillite. On a acheté tous les équipements de bureau ici. On a cherché ça à Laval, 2 ventes complètes. On a mis ça en haut. Regarde, t'es rendu un marchand d'équipements de bureau usagés. Je te mets tout ça en consignation, tu me payes au fur et à mesure. J'ai payé ça 10 000 $. Fait que j'ai loué le centre d'achat au complet. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir le 2,2 millions de financement. Il était tout loué. Wow! J'aime ça. J'ai acheté pas de cash, puis 200 000 dans mes poches. Et j'aime ça parce que tu t'es pas assis sur les manières traditionnelles de, tu sais quoi, je vais mettre des annonces puis je vais attendre que le téléphone sonne. Non, tu as été OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? OK, il me reste cette partie-là, comment je peux faire ça? Ouais. Puis, wow! Puis, qu'est-ce que le profit, était-tu intéressant avec qu'est-ce que les reventes que ton ami faisait avec la marchandise? Ah ben oui, écoute, ça peut être une bagatelle. Il a opéré pendant une dizaine d'années. En plus! Oui, oui. Puis c'est toi qui l'as amené l'idée, Ouais, ouais. regarde, fais ça. Oui, oui. Wow! Fait que là, il cherchait des équipements usagés, mais on en avait tellement. Il a pu rouler 2 ans à vendre juste ce qu'on avait acheté. Puis tu as eu un petit revenu résiduel de ça en plus. Alors, moi, je voulais juste couvrir mes frais. J'ai laissé toutes les chances possibles. Moi, mon projet, c'était le centre d'achat. Il fallait qu'il soit plein. Fais du profit, je vais être bien heureux pour toi. Mais comme tu dis, tu as su un peu, tu t'es jamais dit, je vais retenter quelque chose de risqué comme ça. Comment dire, c'était trop. Je comprends. C'est trop pour moi. Puis, Luc aurait répété l'expérience. Lui, ça l'allume. Mais moi, ça me stressait trop. Je comprends. Puis, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens de justement, là? Parce que tu vois, hier, j'avais un appel d'une jeune fille, 38 ans, elle a vu une opportunité qui était vraiment pas chère à Montréal. Elle a même pas la mise de fonds au complet. Et la fondation est tout pétée. Puis souvent, je dis aux gens, oui, c'est bien beau de trouver une opportunité, mais est-ce que c'est une opportunité qui va que tu es faite pour ça, puis que tu es prêt, tu as les reins solides, que tu as les connaissances, les compétences pour t'embarquer là-dessus. Tu sais, le problème qu'on rencontre là, dans ce genre de situation-là, c'est qu'on est individualiste au Québec. Mm-hmm. On veut tout garder ça pour nous autres mêmes. Alors, et là, on se fait couper l'herbe sur le pied avec l'immigration qui arrive, puis que là, ils se mettent une gang ensemble, puis achètent. Ça, c'est vrai. Okay? Alors, la conclusion, c'est qu'on devrait, dans une situation de même, elle devrait se trouver des partenaires, de trouver le deal, si c'est marchandable. Là. Ça, c'est vrai. OK, j'en ai un, pour ne pas le nommer, là. Il a suivi le coaching, et il est rendu multimillionnaire, puis il n'a jamais mis une maudite scène. Arrête de niaiser. OK, il a vendu sa connaissance du marché. Wow. Et là, parce que tu rencontres le marché, je le dis dans les coachings, ici, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais qui ont du temps. Puis il y en a d'autres qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas de temps. Mm-hmm. Si vous penseriez de travailler ensemble. Voilà. OK? Alors, ce sera ça la conclusion à ta madame. Elle ne se qualifie pas, mais elle va perdre un maudit bon deal parce qu'elle ne se qualifie pas, elle n'est pas capable, elle n'a pas les reins assez solides. Elle va chercher quelqu'un, puis c'est marchandable, tu l'as trouvé, le deal, tu peux garder ça. Mon gars, là, il gardait 60% des parts. Un deal là, qui a fallu qu'il y ait 1 million d'investis. Lui, il n'a pas mis une scène. Il avait 60% des parts, l'autre 40%. Mais il a clairement démontré qu'à l'intérieur de 2 ans, il refinançait, il récupérait son million, puis il restait quand même à 40%. En plus. Il charge 7% de frais de gestion. Puis le gars qui a mis le million a dit oui. Alors, tout est marchandable, tout est vendable, mais prépare-toi. 100%. J'aime ça. Y a-t-il une question qu'on t'a jamais posée que tu aurais voulu qu'on te pose dans les podcasts? Il n'y en a pas qui me vient à l'esprit. Là. Non? Non, ils me les ont posées. Ils te les ont posées? Pourquoi t'arrêtes pas? Pourquoi t'arrêtes pas? Ben, pourquoi j'arrêterais? Arrêter de quoi? Je suis heureux dans ce que je fais, j'aime ce que je fais. J'adore ma vie. Arrêter puis être dans le couloir de la mort, le corridor de la mort, ça ne m'intéresse pas pendant. Oui, mais... Je vais ouvrir où ce que je veux. Un de mes chums, il dit, ouais, mais je voyage plus, j'ai peur de mourir là-bas. Ouais, quand tu vas être mort, peu importe où tu vas être mort. Tu t'en rendras même pas compte, que ce soit en Chine ou au Québec. Tu dirais quoi, justement, aux gens de ta génération, que oui, ils ont accumulé des actifs, sont toujours actifs, mais comme tu dis, qu'ils n'arrêtent pas. Parce que des fois aussi, comme tu l'as dit, à un moment donné, ton horizon se raccourcit, puis à un moment donné, tu veux des choses, tu veux plus gérer que d'être dans les opérations. Tu dirais quoi à ces gens-là? Il faut faire attention à cette réponse-là, parce que si tu as travaillé toute ta vie pour quelqu'un d'autre, je peux comprendre que tu veux arrêter. Mm-hmm. Parce que tu ne vis pas nécessairement tes passions. Mais moi, j'ai toujours vécu de mes passions. Je comprends. Et pourquoi j'arrêterais de vivre mes passions?
pour faire quoi? Je fais déjà mes passions. Ma passion, moi, c'est des affaires. C'est pas de jouer au golf, j'aime ça voyager. Mais je comprends. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse directe. Je comprends qu'après 40 ans de service dans une entreprise, tu veux débarquer. Tu veux faire d'autres choses. Mais moi, j'ai toujours fait d'autres choses en même temps que je fais ce que j'aime. Je comprends. Pourquoi j'arrêterais ça? Justement, dans la même lignée, si tu faisais pas d'immobilier, qu'est-ce que tu ferais d'autre? N'importe quoi. N'importe quoi, parce que j'ai le mindset pour, et je ferais exactement la même chose. Le cours que j'ai écrit, le coaching et mentorat, c'est un cours de démarrage d'entreprise adapté à l'immobilier. Je comprends. Je pourrais faire le même coaching adapté à la restauration, adapté à n'importe quoi. Je comprends. OK? Mais la restauration m'a toujours intéressé. Je recule en arrière. J'étais étudiant, puis je voulais acheter des AEW, parce que à ce moment-là, les AEW, c'était des gros restaurants. Tu avais le service à l'auto, et ça marchait très, très bien. OK. Ils ont été évolués. Mais la restauration rapide m'a toujours intéressé. Peut-être que j'irai là-dedans. OK. Nice. J'ai appris. Ben, merci de nous le partager. J'aurais pas pensé que la restauration, c'est quelque chose qui te tentait. Qui t'avait attiré. Aujourd'hui, non, parce que je regarde, c'est du 7 jours par semaine. Hey boy. Non-stop. Mais quoi qu'en même temps, le monde consomme tellement plus de fast-food aujourd'hui, là. Oui, oui. En tout cas, ça me fascine de voir. Il y a une fois, j'ai fait, en tout cas, tu coupes pas ce que vous voudrez. Ouais. J'étais à faire 40 000 une journée, puis le lendemain, il y a une de mes amies qui avait un restaurant, puis j'aimerais ça aller dans la cuisine. Parce que moi, ça me ramenait les deux pieds sur terre. Tu fais 40 000, puis là, je voulais côtoyer des gens qui suaient à faire des déjeuners. Puis là, j'ai passé 4 heures juste à faire rôtir des patates. T'es allé toi-même, là? Ah oui, je suis allé. Dans la cuisine, je faisais des patates. Puis là, c'est une chaîne de production. Ça me fascinait de voir ça. Comment ces gens-là peuvent rester motivés à faire du travail si basique, répétitif. Il y en a qui faisaient juste des œufs. Moi, c'était des oignons et des patates que je faisais cuire. Puis l'autre, c'était des saucisses. Puis... Wow! Alors, moi, ça me gardait deux pieds sur terre de vivre cette expérience-là. Une journée, je viens de faire 40 000. Là, je m'en vais travailler gratuitement. Côtoyer d'autres gens qui gagnent le salaire minimum. Deux dernières questions pour toi. On en parlait tantôt. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux? Ben, il y a eu du bon, mais là, actuellement, c'est une pollution terrible. C'est une pollution terrible parce que les réseaux sociaux, ben, ils vendent de la publicité pour faire de l'argent. Et là, on est inondé de publicité qu'on ne veut pas, qu'on ne désire pas. On se ferait brainwasher, là, d'une certaine façon. Il y a des algorithmes qui vont te chercher des publicités équivalentes. Là, tu ouvres ton Facebook, puis là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas d'avoir des publicités de ci et de ça. Et ça me tanne. Après ça, ça rend des gens agressifs qui pensent avoir l'anonymat puis qui écœurent tout le monde. En plus, ça rend les gens dépressifs aussi, parce que les gens, beaucoup tombent en comparaison. C'est ça. C'est devenu, tant qu'à moi, un danger public. OK. Et comment ça va se contrôler, je ne sais pas. Moi, la façon de contrôler, c'est d'y aller le moins souvent possible. Sincèrement. Puis je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Parce que ça devient une habitude constante, un pattern que tu n'as rien à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton téléphone. Tu deviens accro. Non, fais moi aussi. Je suis dans une salle d'attente, c'est sûr que si j'ai un livre, je vais le lire, mais la plupart du temps, j'ai mon cellulaire, je regarde mes messages, puis veux pas, il y a une publicité qui me tombe en pleine face. Puis là, je scroll, puis je tourne. Et c'est fou, hein? Ouais. Dernière question. Quand tu regardes 10 ans en avant, quel impact concret veux-tu que ton parcours laisse sur la prochaine génération d'investisseurs? Ben, je pense que c'est déjà en cours. Si on veut baptiser le parrain de l'immobilier au Québec, c'est que j'ai réussi quelque chose. C'est que mes livres vont continuer. Le club continue. C'est plus moi qui en ai propriétaire, mais il continue en 90% selon mon mindset. Et je pense que je vais avoir laissé une trace dans la société. Et je continue d'en laisser. Avec les guerriers samouraïs, je continue. Avec le financement, je continue. C'est vrai. Alors, je suis actif dans les réseaux sociaux. Je suis actif dans les podcasts. Je ne sais pas combien de podcasts que j'ai fait. À vous. Je laisse ma trace. C'est sûr que si tout le monde me pose les mêmes questions, bien, je vais faire les mêmes réponses. Oui, exact. Mais je suis dur à contrôler parce que je suis tellement passionné de l'immobilier et des affaires que tu as vu toi-même. Oui, exact, ça c'est vrai. C'est vrai. Dans d'autres directions qui n'étaient pas prévues au départ. Mais ton montage va être très difficile. Non, moi j'aime ça parce que ça nous permet d'avoir un meilleur 360 sur la personne, sur qui tu es, qu'est-ce que tu as accompli. Oui. Puis c'est drôle, tu dis qu'on t'appelle le parrain, mais en même temps, tu es comme le Warren Buffett de l'immobilier au Québec. Oui. Ouais, c'est-à-dire, oui, il y en a qui ont beaucoup plus d'argent qui réussissent encore mieux que moi. Mais moi,
C'est toujours des réflexions personnelles. Tu sais. Je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que ça donne de plus d'avoir 1 milliard dans ton compte de banque ou 100 millions? Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Et ma conclusion, c'est que tu vas t'acheter des plus gros jouets. C'est tout. C'est ça différent. Si tu as des enfants d'âge scolaire, tant qu'avoir des enfants, il faut que tu t'en occupes. Alors même si tu as 1 milliard dans le compte de banque, tu vas être peut-être plus à l'aise. Mais ça ne te donne pas plus de temps de t'occuper de ton fils parce que tu vas t'embarquer dans tes problèmes de 1 milliard. Alors, moi j'ai mis une limite, ça ne donne rien de plus. That's it. Alors, c'est ma façon de voir. Je ne critique pas ceux qui le veulent. C'est personnel à chacun des individus. Puis on est tous à des stades différents dans notre vie, en plus. C'est ça. Mais là, j'ai la dernière question. Si tu devais résumer ton héritage en un seul mot, ce serait quoi? Ben, croire en soi. Croire que tout est possible. Nice. Ben, tu sais quoi? J'étais sûr que tu allais dire passion. Mais en même temps, ça pourrait être passion aussi. Oui, c'est les deux. Oui, c'est les deux. Parce que moi, je viens d'une famille très humble. Et j'ai réussi à sortir de ce carcan de pauvre. Parce que ma mère disait toujours, genre, quand on est né pour un petit pain. Jusqu'au jour où je lui dis, maman, je le respecte. Si ça te convient, tant mieux, mais moi, ça ne me convient pas. Arrête, s'il te plaît, de me dire ça. C'est ta mère qui te le disait? Oui. On est né pour un petit pain. Wow. Mon père, à un moment donné, il avait 3 jobs pour subvenir aux besoins de la famille. J'ai pris comme modèle mon père, mais ne pas faire comme lui. Okay. Puis, tu sais quoi? Pour le travail. Je ne parle pas des valeurs humaines. Oui, tout à fait. Très, très bonnes valeurs humaines. Puis là, c'est vraiment la dernière question. Là. Moi, je peux en avoir plusieurs dernières questions. Mais tu dirais quoi aux jeunes qui sont dans cette situation-là, qui sont dans une famille, qui sont nés dans une famille, où est-ce que, tu sais, niveau famille moyen ou même pauvre, peu importe, qui n'ont pas beaucoup d'outils ou de ressources alentour d'eux présentement de qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que si tu travailles ton mindset, tu vas voir que tu as beaucoup de ressources. Mais qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là qui sont dans une famille où est-ce qu'ils se font dire des choses comme ça, qu'ils sont nés pour un petit pain? C'est du toxique. Il faut qu'ils trouvent la force de sortir de cette toxicité. Cool. Sinon ils vont se faire avoir. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et Jacques, un gros merci pour ton partage. Un gros merci pour vrai de nous avoir partagé tes pépites d'or. Puis je te souhaite beaucoup de succès encore, d'une belle continuité. Puis continue avec ta belle énergie. Je peux parler un peu aux auditeurs relativement à la Société de Crédit Immobilier. Ben oui, aussi, s'il te plaît. Alors, chers auditeurs, on a parlé beaucoup d'immobilier. Alors, si vous avez des projets intéressants, n'oubliez jamais, Société de Crédit Immo Québec, vous avez le projet. Nous avons le financement. Venez nous voir. On analyse tous les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être acceptés, mais on tolère une bonne zone de risque. Et surtout, qu'avec les expériences qu'on a, on est capable de bien vous conseiller dans l'orientation de vos projets. Et si on vous refuse, posez-vous des questions. Si vous devriez acheter l'immeuble ou non. Avec toute l'expérience qu'on a, peut-être c'est un indice d'arrêter là. Au plaisir. Et venez nous voir. Société de Crédit Immo Québec. Boum, boum, boum. Comment vous avez trouvé Monsieur Jacques Lépine? Sincèrement, pour ma part, c'est tout un honneur de le recevoir, de l'accueillir dans mon podcast. Un vrai pilier de l'immobilier qui a quand même transformé l'immobilier, qui fait partie des gens qui ont contribué à aux façons de faire de l'immobilier d'aujourd'hui. Même si ça l'a évolué, mais certaines bases, certaines fonctions restent les mêmes. Et c'est un des pères fondateurs, si je peux dire ça comme ça, qui fait en sorte que l'immobilier, qu'est-ce qu'il est présentement au Québec. Mais dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez apprécié? Moi, je vais parler pour moi. J'ai adoré les pépites d'or sur comment il a été créatif lorsqu'il a bifurqué de ses manières de faire traditionnelles pour aller vers du commercial à Québec. J'ai adoré aussi quand il nous a partagé comment que créativement, il faisait des acquisitions sans mettre d'argent. Puis la façon qu'il structurait le tout, c'est rare qu'on entend ça. Et pour tout le monde qui désire se lancer en immobilier, pour tout le monde qui veut grossir un parc immobilier, pour tout le monde qui désire devenir un investisseur de haut niveau, vous savez qu'est-ce que j'ai adoré avec toute franchise et transparence, comment qu'il a commencé. Et avec quoi qu'il a commencé? Il a commencé avec une maison. Sa toute première acquisition, c'était pas un 56 logements, ce n'était pas un complexe de 150 logements. Non,
Il a commencé avec une maison. Qu'est-ce que je vous dis souvent sur le podcast? L'important dans l'immobilier, ce n'est pas avec quoi tu commences. L'important dans l'immobilier, c'est tout simplement de commencer. Parce que tu vas te lancer, tu vas te faire les dents, tu vas apprendre, tu vas te salir les mains. Et de ça, cette propriété-là va être le tremplin qui va t'amener vers une autre propriété et ainsi de suite. Ou est-ce que 10, 15, 20 ans plus tard, tu es la légende, tu es le top investisseur immobilier, tu as écrit des livres, tu deviens le nouveau parrain de l'immobilier. Mais ce parrain-là, encore une fois, il a commencé avec quoi? Il a commencé avec une maison. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie vous avez appréciée? Qu'est-ce que vous avez aimé de la vidéo, de l'entrevue avec, justement, Jacques Lépine? Puis, si vous avez apprécié ce contenu-là, écrivez dans les commentaires #Lépine. Oui, #LEPINE. Oui, pour qu'on sache, pour que lorsque Jacques va aller voir la vidéo ou que son entourage, Jézabel, va aller voir la vidéo, mais de voir que les gens ont vraiment apprécié. Parce que si Dieu est avec lui, mais qu'il s'embarque dans un projet ou qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais que au moins le fait que le podcast a été vu, entendu et apprécié, mais ça va lui faire un grand plaisir de revenir pour nous partager ses nouveaux succès, ses nouveaux accomplissements, ou tout simplement peut-être un podcast où est-ce que je pourrais avoir les deux, la complicité du couple, Jézabel et Jacques Lépine. Regardez, tout est possible, mais écrivez dans les commentaires #Lépine. LEPINE, #LEPINE. Regardez, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo-là, mais j'ai une petite annonce à vous dire. La réalité, j'ai quelques petites annonces à vous dire. Je suis en train de faire un nouveau site web pour les clubs privés. Mais restez à l'affût, le lien va se retrouver dans les commentaires plus bas. Parce que des personnes comme Jacques Lépine, des personnes influentes, des personnes qui font des projets vont venir nous décortiquer leurs projets. Ça va vous donner l'opportunité de les rencontrer en personne, de brainstormer entre investisseurs nouveaux, ceux d'expérience, mais aussi d'avoir une personne qui réalise de grandes choses avec qui vous allez pouvoir poser des questions. On va luncher ensemble, on va discuter, mais non seulement, en plus de ça, on va aller sur le terrain pour voir qu'est-ce que la personne fait. Elle va nous décortiquer des projets pour que vous puissiez voir plus clair, pour que vous puissiez, vous aussi de votre côté, aller appliquer vos projets. Ça, c'est une des annonces. Deuxième annonce, c'est que aussi, je fais des webinaires, des choses comme ça. Donc, les liens de mes activités aussi, par rapport à ces activités-là, je vais faire des événements réseautage où est-ce qu'on va pouvoir se rencontrer, des événements réseautage de haut niveau. Donc, si ça vous intéresse, encore une fois, allez toujours voir les liens dans la description de mes vidéos pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui s'en vient, où est-ce que vous pouvez participer, mais surtout, qu'est-ce qui ferait du sens pour vous? Est-ce que c'est un workshop, un atelier? Est-ce que c'est venir dans un des événements réseautage de haut niveau? Est-ce que c'est d'assister à un webinaire que je fais? Regardez, les liens vont toujours se retrouver plus bas. Autre annonce, vous voyez le parcours de Jacques Lépine. Vous voyez qu'est-ce qu'il a accompli. Vous voyez qu'est-ce qu'il a bâti. Sincèrement, je peux vous aider à faire la même chose. Parce que pour faire la même chose, encore une fois, ça commence par faire sa première acquisition, sa deuxième, sa troisième et ainsi de suite. C'est là-dedans que j'excelle, où est-ce que j'aide les acheteurs, nouveaux investisseurs, les gens qui cherchent des projets, les prospecteurs immobiliers qui désirent se développer pour trouver des opportunités, ou tout simplement, si vous avez une opportunité, regardez, je peux vous aider avec tout ça. Que c'est de partir votre parc immobilier, de devenir une légende dans le monde de l'immobilier, comment utiliser les effets de levier, comment maximiser qu'est-ce que vous avez déjà comme portefeuille pour l'amener à un autre niveau. Si vous voulez vous partir tout simplement, vous embarquer dans des projets en tant que partenaire passif ou vous êtes quelqu'un qui recherche du partenariat pour vous embarquer avec des gens intègres, mais qui ont les connaissances et les compétences pour vous aider à scale dans la business de l'investissement immobilier, rentrez en contact avec moi pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation, voir est-ce qu'on peut être un bon fit, voir comment je peux vous aider, voir comment je peux tout simplement répondre à vos questions pour vous amener dans la bonne direction. Mais pour ce faire, il faut que vous alliez dans les liens dans la description pour entrer en communication avec moi. Dernière chose, si vous avez apprécié la vidéo, écrasez le bouton j'aime, partagez la vidéo, mais surtout, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous démontrer
une immense gratitude pour tous ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin, parce que c'est pour vous que je fais ça, pour ceux qui sont vraiment des gens qui veulent en savoir plus, qui veulent se surpasser, qui veulent passer au prochain niveau, qui veulent tout simplement plus de la vie, qui ont le couteau entre les dents, qui veulent transformer leur vie. C'est pour vous que je fais ça. J'ai une immense gratitude que vous faites partie de la communauté Better Call Chris TV, Immobilier 101, que vous êtes engagés dans les commentaires. Et en échange, la seule chose que je vous demande, abonnez-vous à la chaîne. C'est ça qui peut faire toute la différence pour attirer des personnes de renom, pour avoir du contenu qui peut tout simplement nous aider, tout le monde, moi compris, à passer à un autre niveau. Mais ça commence par en vous abonnant. Et si vous aimeriez avoir d'autres trucs, astuces ou stratégies gagnantes, je vous suggère de regarder cette vidéo-là.